Bonjour, je suis le docteur Bernard, je suis le chef de service des urgences de l'hôpital. Alors, on m'a demandé de vous parler des syncopes et notamment, vous verrez, il y a une nouvelle classification qui a un peu simplifié les choses dans leur prise en charge. Et je pense que pour vous qui travaillez principalement en ville, ça vous intéressera particulièrement. Alors, juste pour rappel de la définition, une syncope, c'est une perte de conscience transitoire et elle est secondaire à une hypoperfusion cérébrale, quelle que soit la cause de cette perte de connaissance. Et donc vous verrez qu'on ne parle plus de malaise vagal, de lipothymie ou de choses comme ça, on parle de syncope vasovagale, etc. Alors, tout se fait là-dessus, c'est l'interrogatoire. Il est fondamental, il est important d'interroger le patient, mais vous verrez qu'il faut aussi interroger le témoin quand il y en a un. On connaît par exemple, on différencie la syncope d'origine cardiaque, d'origine neurologique, sur le fait qu'un patient devient tout blanc au moment du malaise, alors que sur quelque chose de neurologique, ce n'est pas tout à fait le cas. Et ça, seul le témoin pourra vous donner ces genres d'informations, et ça sera fondamental de lui poser la question. Généralement, donc, si vous avez vu la définition, vous comprenez que ça se caractérise par un début brutal, c'est une durée brève, c'est un retour spontané et total à la conscience, ce qui le différencie de la crise convulsive. Un petit rappel qui a été fait par l'ESC en 2018, c'est la Société européenne de cardiologie, c'est que les chutes inexpliquées, en particulier chez les personnes âgées, ce sont des syncopes, jusqu'à preuve du contraire. Et là, avant, ce n'était pas tout à fait considéré comme tel. Et de même pour enfoncer des portes ouvertes, mais qu'on nous apprend régulièrement à la faculté, morsure de langue et perte d'urine, c'est pathognomonique de rien du tout. Notamment, ce n'est pas des crises convulsives, ce n'est pas des syncopes. Hein. Tout dépend de ce qui vous est arrivé pendant votre chute. Alors, la première cause de syncope, ça c'est une question qu'on avait posée. Donc, bon, a priori, vous avez tous majoritairement trouvé que la première cause, c'était une cause vasovagale. Les autres causes, les troubles de conduction, ça ne fait pas partie de la première cause de syncope. Généralement, c'est quand même quelque chose d'assez simple, mais c'est parce que justement, la définition de la syncope a changé, elle comprend aussi les malaises vagaux. Alors, étiologie des syncopes. On les classe en 3 catégories. L'important, c'est de différencier les 2 premières de celles que je vais vous montrer par la suite, les réflexes et l'hypotension orthostatique, qui, par définition, sont sans gravité. Donc, les réflexes, c'est la vasovagale, l'hypersensibilité du sinus carotidien. Donc ça, vous savez, on les reconnaît régulièrement. Ce sont les gens, ils font le malaise au moment où ils attachent le nœud de la cravate. Les situationnels, le tout, la mission, le Valsalva dans l'avion ou lorsque vous éternuez, etc. Tout ça, ça stimule le nerf vague et donc vous pouvez faire ce genre de syncope vagale sans gravité. Les hypotensions orthostatiques, ça ne se limite pas uniquement au fait de rester debout sans bouger ou la mise debout. C'est aussi le cas notamment pour le syndrome parkinsonien, c'est majeur. Ça peut être d'origine toxique, on prescrit largement des antihypertenseurs. Et la chose grave dans cette catégorie-là, c'est l'hypovolémie, notamment les hémorragies, les diarrhées, les insuffisances surrénaliennes qui sont particulièrement difficiles à retrouver. Et donc sur l'ensemble de ces étiologies, il faudra différencier de celle qui vient là, qui sont les causes cardiovasculaires, qui elles sont celles que vous allez devoir adresser à l'hôpital. Donc notamment l'arythmie cardiaque, qu'elle soit supraventriculaire ou ventriculaire, les syndromes héréditaires, les dysfonctions d'appareils implantés, tout ce qui est défibrillateur et autres, hein. Les cardiopathies ou pathologies cardiopulmonaires, je pense notamment au syndrome coronarien aigu, au myxome de l'oreillette, et quelque chose qui est un peu moins grave, je dirais, c'est les syndromes de vol sous clavier. Vous savez, ce sont ces gens qui ont les bras enlevés, en l'air. Vous avez un vol au niveau de la carotide, et donc il y a une hypoperfusion cérébrale qui donne la syncope. Alors, la question numéro 2 qui vous avait été posée, c'était de savoir quel était le bilan minimal d'une syncope à faire. Et je vous avais demandé si c'était un examen clinique, un ECG. Alors, la réponse, elle est vraie, mais pas totale. En fait, elle devrait être fausse. Vous devez faire un test d'hypotension orthostatique. Vous verrez que ça concerne un grand nombre des cas de vos syncopes. Alors, la démarche diagnostique. C'est ce que vous disais. Anamnèse, patient, témoin, c'est fondamental, ça va vraiment changer absolument tout. L'examen clinique,
en lui-même. Et vous verrez pourquoi ils l'ont différencié. Dans les classifications, ça change beaucoup de choses derrière. L'électrocardiogramme, je pense qu'il faut être équipé pour ce genre de choses. Et la recherche des potentiels orthostatiques. La troisième question, c'était est-ce qu'une syncope peut être prise en charge en ambulatoire? Et vous avez tout à fait raison. Sur la nouvelle définition, en tout cas, de la syncope, la très très grande majorité des cas peut être pris en charge en ambulatoire. Hein, tout ce qui est malaise vagal, le sinus carotidien, tout ça, ça ne demande pas une exploration majeure. Et ça peut être tout à fait programmé en ville. Vous pouvez avoir besoin de faire un tilt test ou ce genre de choses si vous avez besoin de sensibiliser des examens. Mais ça, c'est de la consultation. Vous n'avez pas forcément besoin de référer aux urgences, en SAMU ou je ne sais quoi. La dernière question, c'était une syncope lors d'un exercice, c'est-elle une syncope à haut risque? Et effectivement, ça fait partie des syncopes graves. Encore une fois, vous avez tout à fait raison. Faire un effort et faire la syncope, c'est pas bon pronostic. D'accord? On peut découvrir en fait un trouble du rythme, c'est surtout ça. On peut trouver à l'électrocardiogramme. Et donc si ça arrive, ce sont des cas où vous allez devoir envoyer les patients le plus rapidement possible faire un électrocardiogramme, faire un Holter ECG. En tout cas, c'est plutôt une prise en charge hospitalière. Alors, la prise en charge, elle a été modifiée en 2018 par la Société européenne de cardio. Vous allez voir qu'en fait, elle est liée au risque. Avant, on essaie de savoir on essaie surtout de savoir le diagnostic avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, comme partout en médecine, on classifie le risque que possède le patient de faire un accident grave ou pas. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tromper. Mais tout se base sur ces stratifications. Je vais vous la montrer. La classification est très très simple. Je voulais encore plus simplifier de façon à ce que vous n'ayez pas risque grave, risque moyennement grave, etc. J'ai fait risque simple, risque grave. Tout d'abord, ça va être sur votre interrogatoire. Je vous ai dit que c'était majeur. Faible risque, haut risque. Vous allez reconnaître, hein, c'est assez simple finalement quand vous déroulez l'éventail de vos questions. C'est est-ce qu'il y a eu des prodromes? Est-ce qu'on va retomber dans le malaise vagal simple? Est-ce qu'elle est associée à des sensations désagréables? La bouffée de chaleur, ce genre de choses. Est-ce que vous étiez en position debout, de façon prolongée? Est-ce qu'il faisait chaud? En gros, est-ce que vous étiez dans le métro aux heures de pointe et que la rame était immobilisée entre deux quais? Est-ce que vous venez de vous lever? Est-ce que vous veniez de faire un repas? Est-ce que c'était lorsque vous étiez aux toilettes? On l'a tous vu. Est-ce que c'était un moment sur la mobilisation de la tête? D'accord? Alors, avec beaucoup de guillemets sur le dernier point. On a des mobilisations de tête qui donnent des vertiges, sur des vertiges paroxystiques bénins qui peuvent donner des malaises, ce genre de choses. Si vous avez, et on va le voir après sur le terrain, un patient plutôt âgé, assez vasculaire, de toute façon il va retomber dans les facteurs graves, il faut penser notamment aux sténoses carotidiennes assez importantes, où le simple fait de mobiliser la tête peut sténoser complètement votre carotide. Dans les hauts risques, vous avez, est-ce que c'est un premier épisode avec des dyspnées et des douleurs? D'accord. Est-ce qu'il y a eu une syncope d'effort? On revient sur la question pré-test que vous aviez fait tout à l'heure. Est-ce que c'est arrivé en position couchée? Pas normal de faire un malaise vagal, c'est pas typique, donc on va passer sur les hauts risques. Est-ce qu'il y a eu des palpitations des cours? En fait, est-ce qu'il fait un trouble de conduction ou une arythmie tout simplement, hein? Est-ce qu'il y a eu une absence de prodrome? Donc là, on va retomber dans l'ancienne définition de la syncope. Ça se recoupe. Hein. Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de mort subite, et notamment à de jeunes âges? Je ne vais pas vous donner l'info tout de suite parce que c'est dans le post-test, mais il y a des morts subites jeunes qui sont cachées. On va voir ça après. Et on retrouve sur la position couchée la syncope. Sur les antécédents, faible risque, haut risque. Les faibles risques, est-ce que c'était un malaise finalement dont le patient est habitué? Alors, même si l'habitude ne protège de rien, si le patient vous indique que régulièrement il fait ce genre de malaise, ça lui arrive à peu près toutes les semaines et c'était totalement identique à ce qui se passe la semaine dernière et depuis 3 ans, vous pouvez être relativement rassuré.
Est-ce qu'il y a une absence de pathologie cardiaque connue? Une jeune femme de 20 ans qui fait un malaise dans le métro aux heures de pointe, alors qu'elle est bondée, doit vous rassurer, surtout si elle n'a pas d'antécédents. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien. Il faudra de toute façon faire un électrocardiogramme. Et pour les hauts risques, ceux que je vous conseille d'envoyer sur les urgences, c'est y a-t-il une pathologie coronaire connue ou une pathologie cardiaque sous-jacente? Est-ce qu'il est valvulopathe au dernier degré, par exemple? Concernant l'examen clinique, le faible risque, c'est examen clinique normal. Et c'est là où, par rapport à votre question, ça change avec le test d'hypotension orthostatique. Les hauts risques, c'est est-ce que finalement, au moment du malaise, la tension artérielle est conservée? Vous savez que normalement, lorsqu'une syncope, c'est une hypoperfusion cérébrale, donc normalement, physiologiquement, votre pression artérielle doit diminuer. Si elle est conservée, c'est qu'il n'est pas uniquement dû à une désadaptation de vos systèmes cardiovasculaires. Est-ce que c'est un trouble ionique? Est-ce que c'est un trouble du rythme? Ça sera à voir. Est-ce qu'il y a une suspicion de segment gastro-intestinal? Un patient de 80 ans avec une insuffisance rénale qui vient de manger plusieurs jours des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui a mal au ventre. Voilà. Est-ce qu'il y a une bradycardie persistante au-delà de l'épisode où il a fait le malaise? Ça doit vous alerter. Et notamment sur l'examen clinique, est-ce qu'il est pathologique, surtout à l'auscultation? Est-ce qu'il y a un souffle, notamment s'il n'est pas connu? Et le CG? Le CG, il est majeur. D'accord? Vous ne pouvez pas vous passer d'un électrocardiogramme pour voir un malaise, et notamment une syncope. Le faible risque, on s'en doute, c'est le CG normal. Un CG normal, ça doit vous rassurer. Ce sont ces patients-là que nous, on fera sortir et qu'on renverra en consultation de cardiologie. Il n'y a pas de raison que vous fassiez différemment. Les hauts risques, bien entendu, c'est les signes d'ischémie. Vous avez un nombre de Pardy sur le CG, vous appelez le 15. C'est les troubles de conduction de haut degré. Je pense au MOBITS 2, au BAV3. Les ACFA très très lentes. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du nœud sinusal, notamment, qui fait que votre patient va passer en ACFA? Est-ce qu'il y a un bloc de branche, notamment un bloc de branche gauche? Des associations, hein. Un BAV1 avec un hémibloc antérieur gauche, plus un bloc de branche droit. L'existence du non-Q qui n'était pas connu auparavant, notamment des sus ou des sous-décalages du segment ST, sans forcément que ça soit au-dessus des petits carreaux. Est-ce que votre patient est équipé d'un pacemaker et est-ce que ce pacemaker a été vérifié? Est-ce que la pile a été changée dans les temps? Si vous avez un aimant, est-ce que vous avez posé un aimant dessus? Les salons de Brugada et les QT longs. Je vous rappelle que pour la femme et l'homme, il y a une petite différence en termes de... Il faut surtout regarder le QTC. Il y a une petite différence si les femmes ont une plus grande tolérance. La question était de savoir si une syncope avec des prodromes et une stimulation vagale pouvait être prise en charge en ville. Ouais. Donc on est d'accord, on est dans les faibles risques. Ça correspond bien aux premiers items. Une syncope chez un patient dont le père est mort à l'âge de 25 ans sur un accident de la voie publique. Un jeune qui meurt dans un accident de la voie publique, c'est général. Il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une mort subite déguisée? Est-ce qu'un patient qui a une coronoropathie stable depuis plus de 10 ans peut être pris en charge en ambulatoire s'il fait une syncope, à condition que ça soit stable? Très bien. Donc stable, ça ne veut rien dire. Hein, on peut faire un infarctus à n'importe quel moment. Donc il n'y a pas de stabilité. Est-ce que s'il n'y a pas d'éléments pathologiques à l'examen clinique, le patient peut être pris en charge en ambulatoire? On met tout le reste normal. Hein. Ouais, d'accord. Alors, tout le reste toujours normal. Le patient présent sur son ECG, vous avez une OMP bloquée d'intervalle régulier avec un espace PR qui est constant. Est-ce que ce patient peut être pris en charge en ambulatoire? Non, c'est la définition du MOBIS 2. Hein. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est une prise en charge plutôt en SAMU. Hein. Je pense que j'ai terminé. Je vous remercie.